Bonjour à toutes et à tous, et ravi de vous retrouver. Ça y est, les Jeux Olympiques de Paris sont terminés. Bravo à nos athlètes, bravo à la France pour sa 5e place au classement des médailles. C'est historique, c'est formidable, donc évidemment, bravo, on est tous contents, très contents. Bravo également pour l'organisation, à part quelques couacs, finalement ça s'est pas trop mal passé, c'est même bien passé pour certains. J'ai envie de dire encore heureux, ça a coûté quand même 12 milliards d'euros, donc ça aurait été dramatique que ça ne soit pas le cas. Seulement voilà. Maintenant, il faut revenir à la vraie vie. Et oui, au contraire de ce qu'a dit M. Macron, la vraie vie, ce n'est pas pendant les Jeux Olympiques. Comment un président peut-il dire ça? Enfin bref, on n'est plus à une phrase près, j'ai envie de dire, notre président, nous sommes habitués désormais, mais simplement maintenant il faut revenir dans la réalité et l'affronter justement pour essayer de gagner. Mais ça, encore une fois, ça ne se fait pas en claquant des doigts ou en dépensant 12 milliards d'euros, d'où ce titre, déficit, croissance, chômage. Où va vraiment la France? Parce que c'est vrai qu'il y a eu quelques chiffres qui ont été mis en avant, notamment par le gouvernement, et ce qui sont vraiment réels, notamment sur la baisse du chômage. On va voir ça évidemment dans le détail, et surtout quid des perspectives, notamment d'un point de vue politique, d'un point de vue économique, social bien entendu. Comme d'habitude, on terminera par une bonne nouvelle et puis on répondra, c'est la nouvelle rubrique, à la question de la semaine. En fait, il y en a eu deux. C'est d'abord de savoir est-ce que la crise boursière est terminée et qu'est-ce que ce fameux carry trade, justement, qui aurait suscité, entre guillemets, je l'évoquais la semaine dernière, donc cette crise boursière. Selon moi, ce n'est pas le cas, mais je répondrai à cette question en fin de vidéo, comme d'habitude, pour donc encore une fois être là pour répondre à vos questions. On commence tout de suite parce qu'il y a beaucoup de chiffres qui ont été publiés pendant les Jeux Olympiques. On ne les a pas vus justement parce qu'on était un petit peu pris par cet événement sportif, et notamment le déficit public de la France, selon les chiffres d'Eurostat, en comparatif avec l'ensemble des pays de l'Union européenne. Et voilà les chiffres, c'est pas génial. La France conserve sa médaille d'argent. C'est une médaille évidemment qu'on n'aimerait pas avoir en termes de déficit public. Donc pour le premier trimestre 2024, il y a toujours l'Italie devant nous, 6,6%, donc en données corrigées des variations saisonnières, sinon ils sont à 8,5, même 8,8 exactement. Nous, la France, on est à moins 5,6, donc on a ensuite la Slovaquie. Donc vous voyez qu'on est très très loin de l'ensemble des autres pays, sans parler de Chypre, l'Irlande, Portugal. On est même en excédent public pour la moyenne de la zone euro, vu qu'on est à 3,2%, donc on est, on va dire, dans les clous, va-t-on dire, mais ça reste quand même un niveau qui n'est pas non plus particulièrement formidable. Attention également l'Espagne, qui se maintient sur un déficit public assez élevé, ce qui explique en partie le miracle espagnol, notamment ils ont actionné le déficit public et la dette publique. Alors, donc pourquoi je dis qu'elle garde la médaille d'argent? Parce que c'était déjà le cas en 2023, donc on le voit ici, la France était également deuxième, 7,4 pour l'Italie, 5,5 pour la France. Vous voyez que l'écart se réduit, hein. Là on avait effectivement un écart de quasiment 2 points, là il n'y a plus qu'un écart d'1 point entre la France et l'Italie. Attention, on va peut-être avoir la médaille d'or dans le prochain mois, parce que justement, si on voit les chiffres le mois du déficit budgétaire, il reste extrêmement élevé. Et parallèlement, là aussi, la France a conservé sa médaille de bronze de la dette publique ramenée au PIB. On a toujours numéro 1 la Grèce, numéro 2 l'Italie et la France, donc à plus de 110,8% précisément. On voit qu'ensuite, il y a énormément de pays qui ont fait des efforts, qui ont même une dette publique inférieure aux 70% du PIB, même 65%. Regardez bien ici, 16 pays de l'Union européenne, c'est quand même pas rien. Donc sur 27, ont donc une dette publique inférieure à 65%. Bravo, ce sont des belles performances. Alors, on va notamment regarder l'Estonie, parce que tout à l'heure, on verra que la dette publique a beaucoup augmenté, mais elle reste sur un niveau très faible, autour des 23 à 24% de dette publique. Ça reste évidemment très très loin de chez nous. L'Allemagne est tout juste à 63,4%, donc sous les 65%. Et après, évidemment, on passe pour tous les pays au-dessus des 70%. Mais attention, il n'y a que 3 pays qui ont une dette publique toujours supérieure à 110%, donc la France, l'Italie et la Grèce. Simplement, l'Italie et la Grèce ont fait des efforts pour réduire leur dette publique, alors que nous, malheureusement, cette dette n'a quasiment pas baissé, elle a même augmenté si on regarde depuis 2019. Voilà, là aussi, pour la France, voilà l'évolution du ratio dette publique sur PIB, donc depuis 2019, donc avant le corona évidemment, jusqu'à aujourd'hui. Et que voit-on? Alors il y a évidemment donc l'Estonie, vous voyez, c'est une hausse de 15,1 points, mais ils partaient de très très bas, donc ils sont toujours, vous voyez, on l'a vu tout à l'heure, autour des 24% de dette publique, donc c'est quasiment rien. Par contre, juste ensuite, on a donc la
France. Mais nous, on partait de très haut déjà, donc 12,9 points d'augmentation de notre dette publique. Ensuite, on a la Slovaquie, la Finlande, mais globalement, on se rend bien compte que là aussi, la France, si on enlève l'Estonie, parce que c'est un cas un peu particulier, on est donc en médaille d'or. Sinon, allez, en médaille d'argent, on ne va pas tricher, mais néanmoins, on reste parmi les pays qui nous augmentons le plus notre dette publique au sein de l'Union européenne. Et on voit que d'autres pays, eux, ont réussi à réduire leur dette publique assez massivement, notamment la Grèce, Chypre, le Portugal, bien entendu, l'Irlande, et donc ce qui veut dire la Croatie ou encore les Pays-Bas, etc. Donc on voit que finalement, quand on a une moyenne d'augmentation, vous voyez, pour la zone euro autour des 4,5-4,8 points d'augmentation de la dette publique, du ratio de dette publique par rapport au PIB, donc 12,9, ça fait quand même beaucoup, surtout qu'on part de très haut, et donc la France, là aussi les chiffres viennent de sortir, a conforté son rôle de premier fournisseur de dette publique de la zone euro. Donc si on regarde l'ensemble de la dette publique de la zone euro, la France est là à la médaille d'or, numéro 1, 24,4% de cette dette publique vient de France. Ensuite, on a l'Italie, 22,4%. Et ensuite, on a l'Allemagne, 20,4%. Ça se réduit d'ailleurs pour l'Allemagne. Puis l'Espagne. L'Espagne, ça repart un petit peu à la hausse, ce que j'évoquais tout à l'heure, d'où la relativisation du soi-disant miracle espagnol, la Belgique et les autres pays. Alors la Belgique aussi, ça augmente un petit peu. Faites attention à nos amis belges, parce que vous commencez également à déraper sur les comptes publics. Il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps. Et donc, si on regarde sur longue période, depuis 2000, on voit bien que la France, justement, avait que la médaille de bronze il y a encore quelques années en termes donc de poids de la dette publique sur l'ensemble de la dette publique de la zone euro. Et malheureusement, donc depuis 2020, donc déjà depuis 2015, on est passé numéro 2, on a battu l'Allemagne. Et en fait, l'Allemagne, c'était normal parce qu'elle a un poids dans la zone euro qui est plus élevé à celui de la France, donc c'était un petit peu logique. Et puis ensuite, voilà, depuis 2020, on est médaille d'or et on ne quitte pas notre médaille d'or, donc 24,4%. Il n'y a que l'Italie, ça baisse, 22,4%, et l'Allemagne également, 20,4%. Donc ça baisse bien. Donc une situation où la France s'illustre entre guillemets négativement par l'augmentation de cette dette publique, et donc ce sont nous les Français qui contribuons le plus à cette dette publique. Donc on a besoin finalement de la BCE justement pour éviter d'avoir des difficultés. On a besoin de savoir qu'elle est là en cas de coup dur, même si elle n'achètera pas forcément beaucoup de dettes publiques françaises demain, ça l'avenir le dira, mais néanmoins ça dépendra notamment du gouvernement, on l'évoquera tout à l'heure. Mais tout ça pour dire que aujourd'hui la France n'a pas les moyens d'imposer son diktat, de donner des conseils à l'ensemble de la zone euro, puisque en fait on a besoin de la zone euro, puisque nous sommes le pays où la dette publique, donc la part dans l'ensemble de la dette publique de la zone euro est la plus élevée. Donc ça c'est évidemment une médaille d'or, donc ça se serait bien passé. Autre médaille d'or, si on regarde l'augmentation en pourcentage de la dette publique française, quelle que soit l'année, la France est quasiment toujours numéro 1 parmi les pays qui sont ici. Alors vous voyez, de 2000 à 2024, quand même, regardez bien le chiffre, quasiment 274% d'augmentation de la dette publique. C'est complètement fou. Donc dans le même temps, vous voyez que l'Allemagne a augmenté de 109%. C'est beaucoup, bien sûr, mais ça reste limité, 86,6% pour les Pays-Bas. Ensuite, si on continue donc de 2008 à 2024, 144%. Évidemment, ensuite, ça réduit, puisque la période de temps se réduit, bien entendu. Et si on regarde donc depuis 2017, et oui, 44,4% d'augmentation de la dette publique. On comprend que c'est facile de faire de la croissance avec une telle augmentation de la dette publique. Et de 2020 à 2024, on est à 33% d'augmentation. Là, on est par contre battu par nos amis belges. Donc encore une fois, faites attention les Belges. Là, vous commencez également à déraper un peu comme nous. Même si on est devant vous en termes de dette publique par rapport au PIB, ça commence à devenir dangereux. Il y a également l'Espagne qui dérape. Encore une fois, je ferai un point sur l'Espagne prochainement parce que justement, on parle de ce miracle espagnol. Encore une fois, quand on augmente la dépense publique ou la dette publique, c'est facile. L'Espagne avait fait quelques efforts il y a quelques années. Depuis 2-3 ans, malheureusement, ça est en train de faire le chemin inverse. Donc, soyons quand même prudents. Donc, si on se remémore ce chiffre, parce que là aussi, ça a été publié pendant les Jeux Olympiques, on l'a un petit peu oublié, la dette publique donc du premier trimestre 2024 en France, 3159,7 milliards. Selon toute vraisemblance, on va dépasser les 3200 milliards d'euros de dette publique au cours du troisième trimestre 2024. Donc ça reste un niveau extrêmement élevé, bien entendu. Et surtout, le problème, c'est que malgré cette flambée de la dette publique, avec des déficits également énormes, eh bien, le PIB augmente de moins en moins vite. C'est ça le problème, c'est qu'on a aujourd'hui donc une dette publique qui a augmenté donc, depuis 2019 de 774 milliards d'euros, va-t-on dire, alors que le PIB n'a qu'augmenté, allez, arrondissons, 420 milliards. Donc évidemment, il y a cet écart énorme qui montre bien qu'on a
alimenté, on a soutenu artificiellement le PIB, donc c'est le PIB en valeur, hein, augmenté de l'inflation bien entendu, parce que la dette est en valeur, donc avec l'inflation comprise bien entendu. Donc ce qui veut dire que là aussi, on n'a pas encore une fois récupéré, hein, cette augmentation de la dette n'a pas été suffisamment forte pour justement générer une croissance forte et une croissance plus forte que l'augmentation de la dette. Alors vous allez me dire oui, c'est pas possible. C'est vrai que si on regarde sur longue période, quand on regarde le comparatif donc depuis 2007, l'année où on devait faire la rupture, rappelez-vous, qui n'a jamais eu lieu malheureusement, eh bien, dette publique plus 154% sur la France, PIB en valeur plus 52%, donc x3, hein, l'augmentation de la dette a été 3 fois plus forte finalement que celle du PIB, c'est assez énorme. Vous allez me dire on ne pouvait pas faire autrement. Ben si, si vous regardez le cas de l'Allemagne, où là, la dette publique a augmenté donc, de 64%, alors que le PIB en valeur a augmenté de 70%. Donc c'est possible d'avoir un PIB qui augmente plus que sa dette. Encore faut-il le vouloir, encore faut-il, je dirais, avoir un sérieux budgétaire, bien allouer ses dépenses, parce que c'est ça le problème. Nous, on dilapide ces dépenses publiques. Hein. Je vous rappelle que nous sommes numéro 1 du monde en termes de dépenses publiques par rapport au PIB. Il n'y a pas un pays qui fait plus que nous. Même les pays, je dirais, scandinaves, ils ont arrêté, justement, ils ont compris qu'il fallait arrêter, justement, d'augmenter n'importe comment ces dépenses publiques. Donc, ce n'est pas un problème de quantité de dépenses, mais de qualité de ces dépenses, donc qui soient bien allouées. Donc voilà, ça on ne vous l'a pas trop dit pendant les Jeux Olympiques parce qu'il ne fallait pas fâcher, seulement voilà, maintenant la réalité elle est là, et donc si demain on a un gouvernement qui nous dit on va continuer sur cette tendance, c'est clair que là il y aura, je dirais, une catastrophe économique parce que les taux d'intérêt de la dette publique vont augmenter, et je ne parle même pas des agences de notation, finalement c'est pas très important, ce qui compte c'est vraiment l'avenir de nos enfants, et donc si on n'est pas sérieux, comme à peu près la moitié de nos dettes publiques est détenue par des étrangers, ils ne viendront pas acheter cette dette, et donc les taux d'intérêt mécaniquement vont augmenter. Alors les taux d'intérêt qui augmentent, c'est dangereux pour nous parce que ça veut dire que tous les taux d'intérêt de nos crédits, que ce soit ménages, entreprises, etc., eh bien ça va aussi augmenter, donc ça va casser l'activité économique, donc ça va casser donc, la croissance, voire générer une récession. On aura ensuite une augmentation du chômage, donc une crise sociale, voire sociétale, qui va s'installer. Alors vous allez me dire, mais je comprends pas, parce que ce que vous nous dites là, c'est vrai, bon, on est d'accord, sauf qu'a priori, le chômage baisse. Et c'est vrai que ça a été la surprise de la semaine dernière. L'INSEE a publié son taux de chômage donc pour le deuxième trimestre 2024 et aux surprises, il a baissé, il est tombé à 7,3%. Bon, c'est plus haut que ce qu'il y avait il y a un an parce qu'on était à 7,1%, mais néanmoins, du moins début 2023. Donc là, on est à 7,3%, on passe de 7,5 à 7,3%. Que s'est-il passé? On n'arrive pas à comprendre, parce que si vous regardez ici la courbe rouge, ce sont les perspectives justement d'emploi des chefs d'entreprise, et donc ils nous disaient, c'est l'enquête INSEE, c'est tout à fait sérieux, hein, c'est pas une enquête qui sort comme ça d'un chapeau. Donc les chefs d'entreprise, donc qui sont quand même sérieux, globalement ils savent ce qu'ils font, ils nous disaient que le taux de chômage allait augmenter. Et là c'est exactement l'inverse qui s'opère. Alors à la rigueur s'il avait stagné, pourquoi pas, mais là il augmente. Donc c'est sûr qu'il baisse, je veux dire, ce taux de chômage. Oui, j'en bafouille tellement c'est énorme. Évidemment, ce n'est pas rationnel. Alors évidemment, c'est pourquoi. C'est qu'on a une situation aujourd'hui où il y a beaucoup de radiation. Ça, c'est le chômage de catégorie A. Donc, ça veut dire les chômeurs immédiatement disponibles, ils n'ont pas du tout travaillé, ils font une recherche active d'emploi. Donc ça, ce sont les chômeurs qu'on voit là, donc de catégorie A. Tous les autres ne sont pas comptés ici. Mais si on les regarde, eh bien, nous avons un taux de chômage de 16,5% en France métropolitaine. Ça change évidemment de ce chiffre-là, donc ce qui veut dire que là aussi, une situation particulièrement compliquée. Alors, autre élément qui montre qu'il y a un petit problème, c'est que au deuxième trimestre, là aussi, chiffre de l'INSEE, eh bien, l'emploi a stagné. L'emploi salarié, 0, et pourtant, le chômage a baissé. Donc là, c'est vrai que c'est un petit peu bizarre, parce qu'habituellement, pour que le chômage baisse, il faut que l'emploi augmente. C'est logique, quand l'emploi augmente, vous voyez, ça c'est tous les trimestres depuis 2022, je ne vais pas monter trop loin, eh bien voilà, ici par exemple, l'emploi augmente, le chômage baisse, c'est tout à fait logique, va-t-on dire, et parallèlement, quand l'emploi baisse, le chômage augmente, comme on avait ici en 2023, là on peut comprendre. Là, que se passe-t-il? Encore une fois, l'emploi stagne et le chômage baisse. Donc c'est clair que c'est encore une fois un artifice comptable. Alors je ne dis pas que les chiffres de l'INSEE sont faux, parce que dans les deux cas, c'est l'INSEE. Donc l'INSEE se contredit lui-même, finalement. Donc ce qui veut dire que, simplement, si on regarde la réalité du taux de chômage français, on n'est pas à 7,3, mais plutôt à 16,5. Et surtout, vu ce que disent les chefs d'entreprise, ça n'a pas s'améliorer. Donc le taux de chômage, malheureusement, va continuer d'augmenter. D'autant que la croissance va s'effondrer. Là aussi, on entend, oui, l'INSEE a dit, ou la Banque de France, que les Jeux Olympiques allaient ramener 0,3% de croissance.
Comment trouvent-ils leurs chiffres? Encore une fois, c'est un petit peu particulier. Et d'ailleurs, dès le deuxième trimestre, on a vu ce couac, puisque l'enquête INSEE, l'indice INSEE du climat des affaires, c'est la courbe bleue, montrait qu'on allait avoir une stagnation du PIB. Finalement, le PIB a augmenté de 0,3%. Il y a 1% de variation en glissement annuel. Donc il y a évidemment un problème, on sait très bien qu'on a vendu un paquebot, etc. Donc là, est-ce que l'enquête du mois de juillet va être correcte? Est-ce que le PIB va vraiment baisser ou pas, malgré les Jeux Olympiques? Parce que ça n'a duré que 15 jours, encore une fois. Néanmoins, on a bien le signe d'une croissance qui est autour des zéros, donc ça va corriger, sauf encore une fois, coup de baguette magique de l'INSEE. Donc je ne vais pas continuer à me battre contre l'INSEE, ils font ce qu'ils veulent évidemment, mais ça montre un petit problème. Alors justement, je vous ai fait un petit tableau assez incroyable, parce que vous me posez souvent cette question également, pour voir l'évolution du PIB français sans le déficit public. Parce que donc on a compris que cette croissance était maintenue à bout de bras par le déficit public, par la dette publique. Donc si maintenant j'enlève ce déficit public, alors évidemment c'est une construction de l'esprit, mais vous allez voir, ça va vous marquer. Donc sur la première colonne, on a la croissance, l'augmentation officielle du PIB hors inflation, et sur la deuxième colonne, on a la variation du PIB, toujours hors inflation, mais hors déficit. On a également recalculé le déficit en enlevant l'inflation. Et attention, regardez bien la différence. À chaque fois, on a une baisse du PIB. C'est complètement fou, ça on ne le dit pas bien entendu, mais on voit bien l'ampleur des dégâts. Je sais que ça fait très longtemps que ça dure, parce que le dernier excédent public remonte à 1974, mais en fait notre croissance, elle est en permanence dopée, pour ne pas dire shootée, au déficit public. Et regardez bien ce chiffre, si on commence en 2010, 1,8% de croissance, moins 5,5%, hors déficit public, et ça continue évidemment de mal en pis. Si on commence en 2017, 2,3, moins 1,2, c'est à la rigueur moins grave, va-t-on dire, qu'en 2010. Et regardez en 2023, la dernière année dont on a les chiffres, 1,1% de croissance, tout le monde s'est gargarisé, ouais c'est formidable, mais hors déficit public, on est à 4,7% de baisse du PIB. Donc là on comprend bien, voilà pourquoi notre croissance est toujours positive, alors que dans les autres pays européens elle est proche de zéro, parce que justement cette croissance, elle est tronquée, elle est artificiellement gonflée au déficit public. Voilà la réalité de l'économie française qu'on ne veut pas vous dire. Donc ce qui veut dire qu'évidemment, si on doit réduire ce déficit, ben là la croissance, on aura la vraie croissance et elle ne sera pas évidemment aussi bonne. Mais c'est ça le problème, on ne peut pas continuer comme ça parce que ce déficit fait de la dette et cette dette, il faut la rembourser. Et donc maintenant on arrive à la fin de l'histoire, c'est-à-dire que les taux d'intérêt ne cessent d'augmenter. On a chaque année 75 milliards d'euros de charges d'intérêt de la dette, plus si les taux d'intérêt augmentent demain encore, eh bien ça cassera l'activité économique et là ça va vraiment s'effondrer, que nous ayons ou pas des déficits. Donc attention, voilà aujourd'hui encore une fois le vrai danger qui nous menace. On ne peut plus continuer avec ces déficits, mais si on les arrête, on aura la vraie croissance, la vraie vie, j'ai envie de dire. Et là, ça sera évidemment des déficits beaucoup plus élevés. Et en plus de cela, pour ne rien arranger, on vient d'avoir les chiffres de l'inflation du mois de juillet qui viennent d'être confirmés ce matin. Donc l'inflation est bien repartie à la hausse, 2,6% aux normes Eurostat, 2,3% aux normes INSEE, donc on reste sur une inflation très très forte. Alors, si on regarde le détail, c'est notamment augmenté dans l'énergie. L'énergie, c'est reparti à la hausse. Regardez bien ce graphique sur longue période depuis 1992. C'est complètement fou. Regardez bien, de 2021 à juillet 2024, les prix de l'énergie ont augmenté de 48%. L'énergie totale, bien entendu, malgré les petites baisses qu'on a eues ici ou là, ça continue d'augmenter, ce qui veut dire que c'est autant que l'augmentation qu'on avait au cours des 16 années précédentes, de 2004 à 2020. Donc là, simplement, en un peu plus de 3 ans. Vous vous rendez compte? Donc voilà ce que nous devons supporter, nous les ménages, nous les entreprises. Donc quand on nous dit que la vraie vie c'est formidable, non, soyons encore une fois honnêtes. Il faut dire la vérité, cette vérité est particulièrement compliquée. Idem si vous regardez sur l'alimentation, là ils ont un petit peu baissé au mois de juillet, moins 0,2%, mais regardez bien, attention, ça reste très élevé, plus 21,8% depuis janvier 2021, donc autant que de 2007 à 2020. Voilà la réalité, ça il faut le digérer évidemment, et comme on voit qu'en plus les récoltes ne sont pas très très bonnes, ça risque de peser à la hausse sur les prix de l'alimentation pour la rentrée, donc soyons là aussi extrêmement prudent. Donc l'inflation, vous voyez, elle n'est pas du tout jugulée. Donc vous voyez que quand on nous dit oui, le chômage baisse, c'est formidable, la croissance est forte, c'est formidable, l'inflation a disparu, c'est formidable, on doit relativiser évidemment ces trois chiffres. Nous sommes très très loin de la réalité. Je vous ai fait comme d'habitude le tableau des prix qui augmentent le plus. Ça reste toujours l'huile d'olive avec 32,9%, toujours les forfaits touristiques, malgré tout, ils en profitent, 22%, électricité donc 19,5%, abonnement audiovisuel, il y a un effet
de rattrapage. Le gaz, ça repart également à la hausse. Là, évidemment, transport, tramway et métro, 11,2% en glissement annuel. Les cigarettes qui augmentent également. Ça concerne tout le monde. Il y a toujours évidemment le cacao, le chocolat. Mais avec, il y a de nouveaux produits, les journaux, produits médicaux, services culturels. Ça augmente assez fortement. Il y a un effet de rattrapage. Ça baisse toujours pour les téléphonies portables et pour les fruits surgelés. Bon, c'est un effet certainement d'optique sur le mois de juillet. Ça sera corrigé ensuite. Mais tout ça pour dire que, attention, l'inflation, elle reste élevée. Et sur ce, nous allons évidemment avoir dans les prochains jours un nouveau Premier ministre, un nouveau gouvernement. Donc que peut-il se produire? Alors il y a trois grands cas de figure, va-t-on dire. D'abord, on a un gouvernement NFP-LFI. Bon, alors là, évidemment, explosion des taux d'intérêt. Je ne parle même pas de la dégradation de la note de la France. À la rigueur, c'est pas très grave, hein, parce qu'on est habitué à ce que les agences de notation ne soient pas très crédibles, mais surtout flambée des taux d'intérêt. Donc, flambée des taux d'intérêt pour tous les crédits, récession, augmentation du chômage, marasme social, bien entendu. Alors, si on a un gouvernement de centre droit, alors là aussi, blocage en tout genre, parce que ça ne va pas faire plaisir, évidemment, à LFI et autres. Donc, il risque d'avoir des blocages avec donc, des arrêts, des grèves, etc., des manifestations. Donc, pareil, crise sociétale, flambée des taux d'intérêt, récession, c'est le même résultat. Il y a un troisième scénario qui serait l'idéal, entre guillemets, ça serait donc un gouvernement donc, très large, avec une union nationale du PS à la droite républicaine, en passant évidemment par le centre et les partis donc, d'Emmanuel Macron. Le problème, c'est que quelle majorité? Est-ce qu'ils auront vraiment la majorité absolue? Quel programme? Parce qu'entre donc le PS qui voulait bloquer les prix, augmenter le SMIC, parce que c'était le même programme que NFP, et puis la droite qui voulait évidemment faire l'inverse, comment va-t-on choisir? Parce que c'est juste pour avoir un nom et un gouvernement, ça ne sert à rien. Il faut prendre évidemment des mesures. Donc là aussi, on risque d'avoir également une crise sociétale et donc une hausse des taux d'intérêt. Donc ça revient exactement au même. Et surtout dans les trois cas, je ne vois pas comment le gouvernement va pouvoir tenir, entre guillemets, parce qu'il risque de ne pas pouvoir échapper à la moindre motion de censure régulièrement dès qu'il y aura une loi à passer. Le danger, c'est si jamais il passe des décrets, que M. Macron les signe, voilà, comment ça va se passer, notamment si on augmente les impôts pour nous, les Français, notamment sur l'épargne, ça risque d'être particulièrement dangereux. Donc, soyons là aussi extrêmement prudents. On risque d'avoir une rentrée donc très très compliquée d'un point de vue politique, donc également économique et sociale. Alors, on va terminer comme promis avec la bonne nouvelle de la semaine, c'est que les marchés rebondissent. Bon, alors c'est pas génial, pour l'instant, et le CAC 40, ça a pris plus de %, on savait baisser de 13%, donc entre le 15 mai et le 6 août, puis là ça reprend 2,5% au moment où je vous parle. Bon, c'est une bonne nouvelle tout à fait relative. Pour les marchés américains, c'est un petit peu mieux. Bon, c'est vrai que ça avait chuté de façon assez forte, mais vous voyez que là, on a remonté de 4,8% depuis le point bas donc, du 5 août, après avoir baissé de 8,5%. Donc, on revient vers des niveaux presque historiques, va-t-on dire. Donc, ça reste plutôt positif sur les marchés boursiers. Est-ce que c'est durable? D'où la question de la semaine, parce que vous l'avez beaucoup posé, vous m'avez dit, même reproché entre guillemets de ne pas en avoir parlé trop la semaine dernière, ce fameux carry trade. Alors c'est quoi le carry trade? C'est très simple. En fait, le carry trade joue quand il y a des écarts de taux d'intérêt entre différentes monnaies. Donc c'était notamment le cas entre le yen, donc qui était rémunéré à 0%, même on était à moins 0,10 il y a quelques mois, et le dollar américain, on est rémunéré sur le monétaire, donc le taux d'intérêt de la Banque centrale à 5,5%. Donc finalement, avec un tel écart de taux d'intérêt, on est sûr de gagner la différence, vous voyez, sauf risque de change évidemment, et donc ça fait des gains assez considérables, donc que comme c'est sur du monétaire, il n'y a quasiment pas de risque, donc on peut faire des allers-retours assez rapidement. Sauf que, donc il y a maintenant un peu plus de 10 jours, la Banque du Japon a augmenté son taux d'intérêt. Donc on est passé de 0,10 à 0,25. Et là, évidemment, tout le monde se dit le carry trade n'est plus possible puisque l'écart de taux se réduit, la Réserve fédérale a peut-être baissé les taux d'intérêt, donc à ce moment-là, ça ne vaut plus le coup de faire ce carry trade. Donc il y a un risque et le yen s'est apprécié. Et donc, soi-disant que tous les Japonais auraient vendu leurs actions à travers le monde pour pouvoir couper leur position sur le carry trade. C'est sûr que ça a joué, il y en a eu, ça c'est sûr. Mais néanmoins, quand on voit que le taux d'intérêt passe de 0,10 à 0,25, alors qu'on a un taux d'intérêt de la Réserve fédérale à 5,5, vous voyez, c'est toujours opportun de faire ce carry trade, c'est toujours opportun de profiter de cet écart de taux d'intérêt. Donc moi je n'y crois pas trop, je pense qu'il y avait d'autres raisons qu'on ne connaîtra peut-être jamais, mais néanmoins ça a participé, mais ce n'est pas la raison principale. D'ailleurs, on voit bien qu'on a toujours cet écart qui est là, qui va se maintenir, même si la Réserve fédérale baisse les taux d'intérêt. Alors il y avait juste l'élément que j'évoquais la semaine dernière, c'est que à chaque fois que la Banque du Japon a augmenté les taux d'intérêt, c'est le prélude à une nouvelle crise. Vous
voyez, à chaque fois, que ça soit donc en 90, 91, que ça soit en 2000, que ça soit en 2008, donc et maintenant, c'est ça qui fait peur. C'est-à-dire qu'on se dit, tiens, peut-être que la Banque du Japon, elle est maudite, entre guillemets, et donc, bon, c'est un effet évidemment de manche, mais néanmoins, c'est peut-être ça qui va générer cette crise. Mais sinon, sur uniquement le carry trade, ça paraît peu probable. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui, même si on regarde l'euro-dollar, vous voyez bien que l'écart de taux d'intérêt entre le dollar à 5,50% sur le taux monétaire et donc le taux d'intérêt de la Banque Centrale Européenne à 4,25, donc qui a baissé. Donc on a un écart qui est toujours à l'avantage du dollar, pourtant le dollar a baissé face à l'euro ces dernières semaines. Donc vous voyez que ça n'explique pas tout. Donc ce qui veut dire par là que, bien entendu, ça joue, c'est une opération, une stratégie qui est choisie très souvent par beaucoup d'opérateurs, mais ce n'est pas ça uniquement avec une hausse des taux d'intérêt de 0,10 à 0,25 qui peut générer un crack comme on en a eu la semaine dernière. Et d'ailleurs, on l'avait vu ensuite, le Nikkei est reparti à la hausse, alors qu'il y avait toujours évidemment ces ventes de positions des investisseurs japonais. Donc voilà pour la réponse à votre question. Donc encore une fois, ces marchés boursiers vont rester quand même très chahutés, très volatiles, donc il faut rester extrêmement prudent. Évidemment, on en reparlera. Merci encore pour votre fidélité, c'est formidable, malgré l'été, vous êtes toujours là. Hein, on est à quasiment 250 000 vues pour la dernière vidéo, donc j'espère que ça va encore faire encore mieux, j'ai envie de dire, hein, et battre les records. On est à quasiment 400 000 sur les records. Donc merci encore pour votre fidélité. Donc n'hésitez pas à faire connaître cette chaîne. Je sais que c'est le week-end du 15 août, le week-end prolongé, mais néanmoins, il faut suivre l'économie, il faut regarder la réalité en face. Donc merci donc de mettre des pouces vers le haut, d'aimer cette vidéo si vous l'aimez bien entendu, de vous abonner, de faire abonner. Donc je rappelle également pour les abonnés premium, en fait c'est très simple, il faut cliquer sous l'onglet donc souscription ou rejoindre. Généralement c'est au-dessus des vidéos et à ce moment-là on vous explique comment faire et ensuite vous m'envoyez un mail sur acdefi.com et là je vous enverrai les vidéos moi-même en direct, donc les slides de toutes mes vidéos. Voilà, encore merci beaucoup pour votre fidélité, on reste au rendez-vous malgré l'été, portez-vous bien. Carpe diem, parce qu'encore une fois, on l'a compris, ça va être un petit peu compliqué pour l'avenir de la France, mais on s'en sortira finalement. Donc merci pour votre fidélité, votre soutien. Portez-vous bien, bonne continuation et à très bientôt.